Quelle est la version des faits de Carmelo Anthony? L'État a terminé la présentation de ses preuves dans le procès pour meurtre d'un athlète ayant poignardé à mort un autre lors d'une compétition. La question est de savoir si ce qui s'est passé était un meurtre ou de la légitime défense. Nous faisons partie des rares médias présents en salle d'audience à vous livrer tous les détails en temps réel. Je vais aussi vous expliquer pourquoi le témoignage d'un témoin a poussé la famille de la victime, Austin Metcalf, à sortir aujourd'hui. Nous suivons l'affaire présentée par Law and Crime. Je suis Chris Stewart. Aujourd'hui, la défense a enfin commencé à raconter sa version des faits dans l'un des procès pour meurtre les plus suivis du pays. Alors que l'avenir de Carmelo Anthony est en jeu, ses avocats tentent maintenant de redéfinir le récit. Les jurés ont entendu pendant des jours, offrant une version des faits qui pourrait déterminer s'il sera libéré ou si cet adolescent passera des années, voire le reste de sa vie, derrière les barreaux. Mais une question plane sur la défense, une question qui hante ce procès depuis le tout début. Pourquoi Carmelo Anthony avait-il un couteau lors de la compétition d'athlétisme au lycée ce jour-là? Après plusieurs jours de témoignages pour l'accusation, la défense a appelé l'entraîneur d'athlétisme d'Anthony comme premier témoin. Et dès qu'il a pris la parole à la barre, les jurés ont entendu une version différente de ce qui s'est passé dans les instants précédant la confrontation mortelle. Très bien, avant que nous n'abordions la version de l'histoire de Carmelo Anthony, je voudrais retrouver Cody Thomas de Court TV qui se trouve à nouveau dans la salle d'audience aujourd'hui. Cody, parlons de la façon dont l'État a terminé sa plaidoirie. Et ils ont appelé aujourd'hui un témoin qui fait un peu le lien entre Carmelo Anthony et Austin Metcalf. Il était coéquipier d'Austin Metcalf et connaissait un peu Carmelo Anthony. Il s'appelle Eddie. Pourquoi son témoignage était-il important? Donc, nous avons entendu le nom de ce personnage, Eddie, Chris, tout au long des témoignages de tous les étudiants qui ont pris la parole. Il est le dénominateur commun. Beaucoup de gens ont dit que Carmelo connaissait Eddie. Il est venu et a salué Eddie, lui a serré la main. Eddie était un ami d'enfance de l'ex-petit ami de Carmelo. Voilà le lien entre eux. Maintenant, d'après tous les témoignages apportés par les étudiants lors de la présentation du dossier de l'accusation, ils disaient tous qu'Eddie et Carmelo semblaient se connaître. Il y avait, vous savez, c'était le lien évident. Et c'est de ça que la défense a un peu parlé dans ses déclarations d'ouverture. Vous savez, bien sûr, certaines personnes sous la tente ont dit qu'elles ne savaient pas qui était Carmelo, mais elles ont regardé de l'autre côté. Il était assis à côté d'Eddie. Tout revenait à ce gars qui s'appelle Eddie. D'accord. Donc je pensais, alors que j'étais assis là depuis quelques jours, qu'Eddie allait être un témoin de la défense. Parce que s'il est vraiment un grand ami de Carmelo, alors évidemment, vous savez, il prendrait la défense de son ami, je dirais. Avant qu'il ne soit appelé, je pensais à une chose. S'il connaissait Carmelo, pourquoi ne se lèverait-il pas pour que tout le monde le sache? Vous savez, quand tout le remue-ménage a commencé, il aurait pu dire: «Ah, c'est mon ami, il est ici avec moi, vous savez, blablabla.» Tout va bien, mais je n'ai jamais entendu ça dans le témoignage des étudiants. Aujourd'hui, Eddie prend la parole et ils examinent son témoignage qui dure 5 à 10 minutes. Et puis Eddie a presque dit qu'il savait qui était Carmelo. Il s'entendait, ouais, mais il a dit verbalement: «Je ne dirais pas que nous étions amis. C'était juste quelqu'un qu'il connaissait.» D'accord, super. Maintenant, on passe au contre-interrogatoire par la défense. Et là, je pense que c'était un petit point pour la défense. Ils ont montré de nombreuses photos d'Eddie et Carmelo à divers rassemblements de groupes, notamment chez Eddie, ainsi qu'à des fêtes pour le 50e anniversaire de la mère de l'ex de Carmelo. Rappelez-vous, Eddie et la petite amie, cette fille qui s'appelle Valeria, c'était eux qui se connaissaient. Et Carmelo était, je suppose, la tierce personne, on pourrait dire. Donc quand ils avaient ces réunions de famille, Carmelo était évidemment présent. D'accord. Ils ont montré des photos de groupe pour le contexte. Et puis, voilà un autre point pour la défense, selon moi, aujourd'hui. Ils ont montré des photos de Carmelo et Eddie ensemble, vous savez, juste en train de faire les idiots comme des adolescents. L'un d'eux joue de la guitare, l'autre fait des grimaces devant la caméra. Eddie témoigne à l'interrogatoire principal. Oui, je le connais, mais je ne dirais pas que c'est un ami. Ensuite, la défense répond: si vous n'êtes pas amis, pourquoi tant de photos ensemble? Mais l'essentiel du témoignage d'Eddie aujourd'hui, Chris, c'est qu'il est clairement devenu ému en parlant de la mort d'Austin. Il a dit qu'Austin était comme un frère pour lui. Il a dit cela à la barre, en racontant ce qu'il avait vu ce jour-là. Quand il a découvert le trou dans la poitrine d'Austin, il a eu la gorge nouée et a pleuré aussitôt. Ils ont dû lui apporter un mouchoir. Et il y avait de nouvelles personnes dans le public aujourd'hui, Chris. Il y avait 5 jeunes garçons, vraisemblablement d'anciens coéquipiers, d'anciens camarades de classe d'Austin Metcalf. Et quand ils ont décrit cela aussi, 3 de ces 5 garçons se sont mis à pleurer eux-mêmes. Ce sont de grands gars, comme des joueurs de football américains, qui pleuraient eux aussi, montrant le poids émotionnel de tout cela. Carmelo, lui, est en train de tout assimiler. Je le regarde à sa table, avec sa défense, pendant que ce témoignage se déroule, toujours assis là, stoïque. Je ne sais pas ce qui lui passe par la tête. Je suis sûr qu'il comprend la gravité de la situation.
L'accusation a terminé aujourd'hui, c'est donc à sa défense de s'exprimer. Ils ont déjà appelé 3 témoins, dont 2 étudiants, dont un ami de Carmelo. Oui, et il y a eu beaucoup de temps passé, aussi bien par l'accusation que par la défense, à essayer d'établir pourquoi Carmelo Anthony se trouvait sous cette tente. Du point de vue de l'accusation, ils ont vraiment insisté sur cette règle tacite en athlétisme. Tu ne vas pas sous la tente d'une autre école. Mais ensuite, avec ce personnage d'Eddie qui entre en jeu, la défense essaie vraiment de montrer que Carmelo a peut-être été invité sous la tente. C'est pour ça qu'il est là. Je me demande si tout cela est vraiment important. Parce que je me demande si tu es juré, à quel moment tu te concentres sur les informations qui comptent, dans l'interaction où on parle des choses qui s'enveniment, au point où Austin Metcalf donne peut-être une forte poussée, peut-être une légère poussée. Ça arrive. Et ensuite, tu as Carmelo Anthony qui réagit avec ce coup de couteau qui finit par coûter la vie à Austin Metcalf. Et cela nous amène à un témoin qui est venu, l'un des derniers témoins pour l'accusation aujourd'hui, le médecin légiste qui a pratiqué l'autopsie sur Austin Metcalf. Avant d'aborder ce sujet, je sais que tu étais assis près de la famille d'Austin Metcalf et qu'il existe des vidéos de caméras piétons et des appels au 911. Je veux dire, c'est juste le poids de ce qu'il traverse. C'est difficile à imaginer. Qu'as-tu vu avant que ce témoin soit appelé? Les témoignages des étudiants se terminent, puis une annonce a été faite. Tous les médias, comme tu l'as dit, étaient assis derrière la famille d'Austin Metcalf. Tous les 9 membres des médias sont derrière eux. Avant que la médecin légiste n'avance, une annonce indique qu'elle sera la prochaine témoin et l'accusation se retourne. Si vous ne souhaitez pas entendre parler de ces sujets, je vous invite à quitter la salle, car nous allons aborder les blessures. J'étais assis pensant qu'on les verrait, mais ce n'était pas le cas. Le jury a vu 4 photos de cela, mais dans la galerie, nous ne les avons pas vues, seulement des descriptions détaillées. L'accusation annonce ensuite l'entrée de la médecin légiste. Si cela vous dérange, sortez. La mère d'Austin Metcalf se lève et sort immédiatement accompagnée de quelques autres membres de la famille et de certaines personnes de leur entourage également. Son père, Jeff Metcalf, a d'abord refusé. Il a hoché la tête. J'étais juste derrière lui. Il ne voulait pas partir. Et puis le procureur fait une drôle de tête et dit simplement: « Je vous conseille de partir. » Vous savez, je pouvais l'entendre. C'était presque un murmure. Ce n'était pas, vous voyez, une annonce officielle. C'était plutôt adressé directement à lui. Ce à quoi Jeff Metcalf s'est finalement levé et est parti. Et vous savez, on a entendu parler de cette blessure béante de 5 centimètres. Elle a décrit ce qu'est une blessure béante, et elle a expliqué la différence entre une blessure béante et une blessure de type entaille causée par un coup de couteau. Et une blessure béante, c'est plutôt comme si c'était ouvert en filet, vous voyez, sans vouloir manquer de sensibilité, mais c'est ainsi qu'elle l'a décrite à la barre. Et que c'était une blessure profonde de 5 centimètres qui a touché le cartilage du sternum d'Austin Metcalf et a même percé un des ventricules de son cœur. Donc il a littéralement été poignardé en plein cœur, ce qui explique probablement pourquoi la RCP et les tentatives de réanimation n'ont pas fonctionné, parce que peu importe à quel point le cœur pompait, le sang s'échappait, vous voyez, directement de la source. Donc c'était vraiment pour montrer la gravité de la blessure. Et le jury, encore une fois, a pu voir 4 photos. 2 montraient Austin Metcalf sur la table d'autopsie, 2 autres le cœur extrait. C'est ce que décrivait le médecin légiste. Il voyait en cela. J'imagine que la famille ne voulait évidemment pas entendre ça. Donc maman, papa et d'autres personnes, je ne sais pas qui elles étaient. Peut-être les tantes et les oncles, ou peut-être juste des amis de la famille et des soutiens de la famille Metcalf. Ils se sont tous levés et sont partis. Il y en avait environ 7 ou 8. Oui, et je me demande aussi, je veux dire, je sais par les premiers intervenants qui étaient là, les personnes qui ont interagi avec Carmelo Anthony juste après que tout cela se soit produit, qu'il semblait qu'ils ne pensaient pas que ce qui s'était passé allait entraîner la mort d'Austin Metcalf. Mais ensuite, tu entends parler, je veux dire, le médecin légiste, je crois, a carrément dit quelque chose du genre. Il n'y avait aucune chance qu'il puisse survivre à ça, tu sais. Même s'il avait été sur la table d'opération, un chirurgien n'aurait peut-être pas pu le sauver. La blessure était vraiment trop grave. C'était vraiment aussi grave. Et ce sont exactement les mots qu'elle a utilisés. Et puis il y a un mot qui m'a marqué, Chris, qu'elle a prononcé. Tu sais, elle commence à décrire les 5 types de causes de décès. Et elle a classé celui-ci comme un homicide. Lorsqu'elle a expliqué l'homicide au jury, elle a précisé qu'il s'agit d'intentionnellement provoquer la mort d'une personne par une autre. Pour moi, Chris, le point clé ici, et je pensais que l'accusation insisterait là-dessus, c'est l'intention. Ce n'était pas accidentel ni autre chose. Elle a dit que c'était le fait de causer intentionnellement un préjudice qui entraîne la mort par un autre être humain. Donc j'ai trouvé que c'était quelque chose de fort, tu sais, ce qu'elle a dit à la barre. Tu te demandes aussi si une telle déclaration, juste cette phrase, suffit. Certains témoins étudiants ont d'ailleurs affirmé ne pas croire à la légitime défense. Nous allons parler du point de vue de la défense dans un instant et un peu du point de vue de Carmelo Anthony, ce qu'ils essaient de dire. Mais tu te demandes ces derniers jours, avec autant de personnes disant cela au jury, quel en sera l'impact? Maintenant, l'accusation termine sa présentation.
Avant que nous passions à la défense, je sais qu'il y a eu une requête rapide que la défense a soulevée juste au moment où l'accusation a terminé sa présentation. De quoi s'agissait-il? Oui, la défense a tout de suite demandé un acquittement immédiat, ce qui revient à dire au juge: je pense que l'accusation n'a pas prouvé son point au-delà du doute raisonnable. Et si cela a été accordé, le juge dirait: vous savez quoi? Vous avez raison. Et il accorderait essentiellement cela en faveur de l'accusé, ce qui mènerait à un verdict de non-culpabilité, et l'accusé serait libéré. La requête a été presque aussitôt rejetée. Le procureur a parlé brièvement, puis le juge a dit à la défense: Monsieur Mike Howard, oui, votre requête est rejetée. Donc ils ont tenté le verdict direct avant de commencer leur plaidoirie. Ensuite, nous avons fait une pause et nous sommes revenus pour que la défense commence réellement sa plaidoirie. Maintenant, pour ce qui est de la défense, le premier témoin qu'ils ont appelé était l'entraîneur de Carmelo Anthony. Nous avions déjà entendu l'entraîneur d'Austin Metcalf du côté de l'accusation. Qu'a-t-il dit? Il expliquait qu'ils ont d'abord humanisé cet accusé car il ne faut pas oublier la victime, mais la liberté de ce jeune est aussi en jeu. Il affirme avoir agi en légitime défense, craignant pour sa vie, à condition que ce soit sincère. L'entraîneur précise alors que Carmelo était un athlète de l'équipe de football. L'équipe, et ils ont présenté une pièce à conviction qu'ils appellent les prix du capitaine dans son école, où l'on voit le nom de Carmelo gravé en tant que capitaine en 2024 pendant sa dernière saison d'automne. Ils ont aussi rappelé que ce prix est voté par les élèves, voulant montrer que Carmelo Anthony est respectable et un leader. Il apparaît comme un leader auprès de ses camarades de classe et de ses coéquipiers. Ils ont donc parlé de cela un moment. Puis ils ont abordé, vous savez, ce qu'on appelle la culture détente. On en a beaucoup parlé, vous savez, cette expression a circulé dans la salle en expliquant que chaque tente fait office de vestiaire pour chaque équipe. Ainsi, il ne faudrait pas traîner sous les tentes. Cet entraîneur disait comprendre, mais estime que cela reste à la discrétion de chacun. Alors que nous avions l'entraîneur du lycée mémorial, qui était absolument le premier témoin, ou le deuxième témoin de l'accusation, qui expliquait à quel point il est strict et comment il fait respecter ses règles. Et nous avons fait en sorte que plusieurs élèves témoins parlent de la façon dont l'entraîneur Robert Starr, c'est l'entraîneur du lycée mémorial, a été strict. Cela a même suscité quelques rires dans la salle d'audience lorsqu'il parlait de sa sévérité. Cet entraîneur disait qu'il y a eu des moments où des athlètes d'une autre école venaient sous sa tente et demandaient s'ils pouvaient rester. Je disais: détendez-vous et regardons le 200 mètres. Mais ce sur quoi l'accusation a insisté pendant cela, lorsqu'ils ont procédé au contre-interrogatoire, c'était, vous savez, il a précisé quand vous étiez là en tant qu'entraîneur, en tant qu'adulte chargé de la surveillance. Contrairement aux adolescents libres, l'entraîneur a expliqué qu'il préfère la présence constante d'un adulte sous la tente pour surveiller les jeunes. Il ne s'agit pas de soupçons criminels, mais il y a garçons, filles et beaucoup d'hormones. Vous voulez que tout reste en ordre avec un groupe d'adolescents. Donc je veux dire, ça a commencé avec, vous savez, de la positivité pour Carmelo, ce qui évidemment est soutenu par son camp. Mais lors du contre-interrogatoire, il semblait que l'accusation était prête à tout ce que l'entraîneur disait et contestait tout. Ouais, et j'ai l'impression qu'il y a une question à laquelle on revient chaque jour en parlant de ça, c'est pourquoi Carmelo Anthony avait-il un couteau lors d'une compétition d'athlétisme? Et j'ai l'impression qu'à ce stade, cela n'a pas encore été expliqué, on verra bien. Je veux dire, ils commencent à peine à présenter leur dossier. Mais même lors de certains contre-interrogatoires, il semble que l'accusation continue de se concentrer là-dessus en posant des questions, que ce soit à un entraîneur ou à un coéquipier de Carmelo Anthony, au sujet de la présence de ce couteau lors de la compétition d'athlétisme. Oui, Chris, parce que cette question, c'est la plus importante et elle n'a pas encore trouvé de réponse. Et tu sais, même avec les trois témoins aujourd'hui, le deuxième témoin était un étudiant et un très bon ami de Carmelo. Et tu sais, ça a commencé. Je pensais que la défense était en train de marquer des points. Je me suis dit, d'accord, la défense revient dans la partie maintenant. Cet étudiant expliquait que lors de différentes compétitions d'athlétisme, ils vont sous détente. Ils s'assoient sous détente tout le temps. Il a précisé avoir passé plusieurs minutes sous la tente avec Carmelo, car ils avaient un ami commun dans l'équipe d'athlétisme. Je me suis dit, voilà un peu de résistance. Voilà, tu sais, un peu de clarté sur cette culture détente. La défense se passe bien. Ensuite, l'accusation revient avec 4 ou 5 questions. L'une de ces questions était: est-ce que vous vous attendez à avoir un couteau lors d'une compétition d'athlétisme? Non, monsieur. Est-ce que je devrais craindre une compétition d'athlétisme? Non, monsieur. Est-ce que vous vous attendiez à ce que quelque chose comme ça arrive? Non, monsieur. Tu sais, toutes ces choses différentes qui abordent la question du couteau, ce qui, pour la personne moyenne, semble être du bon sens. Il ne faut pas avoir d'armes sur le terrain de l'école, que ce soit légal ou non. Juste le fait d'avoir une arme. Tu sais, les gens peuvent porter des armes légalement, mais tu ne peux pas en avoir à l'intérieur d'une école. Tu comprends? À chaque fois que la défense voulait discuter, l'accusation revenait avec ces 4 questions, dont les réponses soutenaient leur thèse et non celle de la défense.
Et je me demande aussi, parce que je sais, en revenant à l'un des témoins de l'accusation aujourd'hui, qui avait mentionné qu'il avait l'impression qu'Austin essayait d'intimider Carmelo Anthony. Donc, au final, on en arrive au point où, pour une raison ou une autre, il se retrouve dans cette tente. Les membres de l'équipe d'athlétisme d'Austin Metcalf, Austin Metcalf lui-même, son frère jumeau, ils ne veulent tout simplement pas de Carmelo Anthony là-bas. Et puis, ils se retrouvent dans une sorte de confrontation, un échange tendu. Peut-être qu'il y a des insultes qui sont prononcées. Je sais qu'il y a eu des provocations. Un élève a parlé de football, ce qui a peut-être fait monter la tension d'un cran. Mais il semble quand même qu'il reste cette question. Est-ce que Carmelo Anthony était vraiment dans une situation où il devait se défendre au point de sortir un couteau de son sac à dos et de poignarder Austin McCaffrey dans la poitrine? On a l'impression de toujours revenir à ce point en attendant d'entendre l'autre version. C'est ce que tout le monde ici attend, moi y compris, Chris. Je veux entendre l'autre version car jusque-là, seuls les étudiants et les témoins présents se sont exprimés, pas les entraîneurs qui étaient peut-être dispersés dans le stade. On parle d'étudiants qui étaient tous sous la même tente, à quelques mètres. Laisse-moi aussi aborder ce point, Chris. L'aspect racial de cette histoire est très important. Plusieurs étudiants, majoritairement noirs ou hispaniques, ont témoigné sur ces sujets, exprimant leur affection pour la famille Metcalf et tout ce que cela implique. Mais tous ces étudiants reviennent en disant qu'ils ne s'attendaient même pas à ce qu'il se passe quoi que ce soit. Ils pensèrent que c'était juste, tu sais, des paroles en l'air, des garçons qui se chamaillaient, tu vois, rien de plus. Et tout ce que vous avez vu auparavant, tu sais, il y avait peut-être quelques grossièretés. Certains disent qu'ils ne se souviennent pas de grossièretés. D'autres disent qu'il y en avait. Mais aucun d'entre eux n'a dit qu'il pensait qu'une chose pareille allait arriver. L'un d'eux a même dit qu'il pensait qu'après la bousculade d'Austin, il y aurait eu une réaction et que ça se serait arrêté là. Tous ont néanmoins souligné la rapidité des événements. Et ils ne se sont même pas rendus compte de ce qui s'était passé jusqu'à ce qu'Austin relève sa chemise et qu'il voit un trou dans sa poitrine. Pour répondre à ta remarque, Chris, j'attends la défense. Peut-être que Carmelo Anthony témoignera de ses peurs, ce qui m'intéresse vraiment. J'aimerais entendre les deux versions pour un procès équitable. Mais pour l'instant, jusqu'à présent, nous n'avons vraiment rien entendu qui justifie la légitime défense par usage de la force létale. Un étudiant a relevé aujourd'hui la question du procureur à la fin. Pensez-vous que c'était de la légitime défense? De nombreux étudiants répondent simplement non, monsieur. L'un d'eux a précisé que c'était une force létale contre une force non létale, ce qui est pertinent. Ouais. Et encore une fois, si tu es juré et que tu entends ça, tu sais comment tu peux y répondre du point de vue de la défense. Et je me demande, est-ce que Carmelo Anthony va témoigner? Et on est peut-être encore loin de savoir si ça va être une possibilité ou non. Mais je pense que chaque témoin jusqu'à présent qui était là et qui a vu ça, parce qu'il était sous la tente de l'équipe adverse, ce sont des amis d'Austin Metcalf qui témoignent. C'est clairement un désavantage pour Carmelo Anthony afin qu'il puisse présenter sa version des faits. Et il se peut qu'il soit le seul à pouvoir donner sa version des faits en ce qui concerne la défense. Avant d'en arriver au dernier témoin d'aujourd'hui qui, selon moi, avait une perspective intéressante sur les choses, qu'as-tu observé du jury aujourd'hui? Parce que je sais qu'hier et le jour d'avant, il y a eu des moments vraiment émouvants. On pouvait voir que le jury était touché émotionnellement. Oui, pas beaucoup d'émotions aujourd'hui, Chris. Ils étaient concentrés, surtout en voyant les photos d'autopsie et le cœur d'Austin McCaskill hors de son corps. Je cherchais une réaction viscérale, mais ils étaient juste assis là, à regarder et hocher la tête, allant d'avant en arrière. Ils marchent de long en large, tu sais, dans le box du jury, en leur montrant ces photos, en expliquant ce qu'ils voient, et tu sais, en entrant dans tous les termes médicaux et tout ça, ce que je suis sûr que certains d'entre eux ont compris, mais la plupart reçoivent probablement juste les images qu'ils regardent. Mais ils étaient très concentrés aujourd'hui. Très concentrés, tu sais, vraiment attentifs à ce qui se disait au tribunal. Parfois, je voyais leurs yeux se tourner vers la table du procureur. Leurs regards se tournaient parfois de l'autre côté, vers Carmelo Anthony, peut-être pour voir comment il réagirait à tout ça, mais il n'y a vraiment eu aucune réaction émotionnelle de la part du jury aujourd'hui. Eh bien, je sais que la famille d'Austin McCaskill, comme mentionné, avec son père qui se prend parfois la tête entre les mains, ce qui se comprend vu toute cette émotion, je ne sais pas quels proches de Carmelo Anthony sont présents au tribunal, ni quelle émotion ils ressentent pendant ces événements. C'est juste un stoïcisme strict, Chris. Pas de larmes. Là, j'ai vu, tu sais, quelques hommes avec leurs bras autour de ce que je suppose être leurs épouses ou petites amies, ou peut-être même leurs filles. Il y a un groupe d'entre eux là-bas, peut-être 15 à 20 personnes du côté de Carmelo, à peu près le même nombre ici du côté d'Austin Metcalf, mais ils sont assis là, sans vraiment verser de larmes. Personne n'essuie de larmes, ils écoutent et absorbent tout. Stoïque est le seul mot qui me vient. Maintenant, pour ce dernier témoin, nous ne dirons pas son nom parce qu'il a dit que 7 ans. C'est un élève du lycée Mémorial qui est le lycée d'Austin Metcalf.
Et en lisant simplement les notes de la journée ici, quand la défense l'a interrogé, et c'était un témoin de la défense. C'est une personne connaissant Austin Metcalf, membre de l'équipe, appelé à témoigner par la défense. Il avait, j'ai eu l'impression, une perspective un peu différente de ce qui s'est passé par rapport à certains des autres élèves de ce lycée qui ont témoigné. Oui, Chris, c'était intéressant car juste avant qu'il ne parle, l'avocat de la défense a dit qu'il ne s'était jamais parlé. Il a confirmé: «Oui, monsieur, jamais parlé avant, juste 2 minutes dans le couloir». J'ai trouvé ça intéressant parce que si vous essayez, vous savez, de prendre l'avantage ou d'avoir un coup d'avance, pourquoi auriez-vous un témoin avec qui vous n'avez pas fait, vous savez, de préparation de témoin? Mais bon, ils commencent à parler. Ils passent en revue les événements. Ils mettent environ 20 à 30 minutes pour revoir les événements passés et ce que ce gamin a vu. Nous avons entendu cela pour la première fois aujourd'hui. Il a dit: «Carmelo, toute cette histoire de main dans le sac et touche-moi et tu verras». Il a dit qu'Austin Metcalf a tapoté Carmelo sur l'épaule, comme pour l'embêter, en mode: «Ouais, touche-moi et tu verras ce qui se passe». Et puis il dit quelque chose que nous n'avions pas encore entendu. Il a dit que Carmelo a répondu: «D'accord, frappe-moi et tu verras ce qui se passe», ou «Donne-moi un coup de poing et tu verras ce qui se passe», ce que nous n'avons entendu dans le témoignage d'aucun élève jusqu'à présent. Donc je me demande simplement pourquoi cela n'a été dit que maintenant ici. Nous avons eu plus de 10 élèves témoins et cela n'a été mentionné que maintenant, pendant le témoignage de ce témoin. Et puis là, pendant qu'il témoignait, il n'était pas vraiment d'accord avec certaines choses que l'avocat de la défense avançait, évidemment en posant des questions pour essayer de soutenir la version de la défense concernant la légitime défense. Il disant que les garçons Metcalf étaient de grands gaillards, 1,85 m, 1,88 m des linebackers de plus de 90 kg, et ils ont recommencé à parler de la comparaison de taille, à s'engager dans ce débat. Ils parlaient d'Austin. Austin mesurait 1,85 m et pesait 97 kg selon le médecin légiste. La défense affirmait que Hunter, le frère, avait la même taille, pour éviter de les présenter comme des brutes. C'est l'image qu'ils veulent imposer. Pendant que l'avocat de la défense pose cette question, je vois Jeff Metcalf, le père, secouer la tête comme pour dire que ces garçons n'ont pas la même taille. Et le jeune homme à la barre a dit: «Je ne dirai pas ça». Et il a même précisé qu'Austin était nettement plus grand que Hunter, ce qui est très intéressant. Parce que, je veux dire, tu suis ce récit et puis tu as un témoin à la barre qui est censé soutenir ton récit et il contredit ce que tu dis. Je ne sais pas comment ça paraît devant un jury. Je pense que c'est plutôt négatif, pas gravement, mais sûrement pas positif. Ouais, et j'ai vu que c'est une des notes que tu as mises là-dedans. Juste quelque chose du genre, tu as comme Hunter, qui apparemment, et ça c'est avant que l'incident n'arrive, Hunter est apparemment en train de parler à Carmelo Anthony. Le ton d'Austin était modéré, et je suppose que cet étudiant ne se souvient pas vraiment d'avoir dit ça à un détective, mais il avait rappelé à l'époque quelque chose du genre, Austin a dit, tu ferais mieux de bouger avant que je te botte le... Un autre mot pour derrière, qu'on ne peut pas dire ici, ce qui tu vois, c'est différent. C'est différent de ce que nous avons entendu de la part de certains autres étudiants. Tu sais, si on parle de la situation dans laquelle se trouvait Carmelo, c'est certainement différent de ce que nous avons entendu de la part de certains témoins de l'État qui sont venus plus tôt dans la semaine. Oui, et tu sais, c'est un argument pour la défense si le jury en tient compte. Car cela montre qu'Austin Metcalf était aussi un agresseur. Parce que jusqu'à présent, tu sais, à travers tous les témoins de l'accusation, tout le monde est d'accord pour dire que Carmelo était l'agresseur. Carmelo était l'instigateur. C'est peut-être un meilleur mot, alors qu'Austin était simplement frustré. Mais maintenant, on entend qu'Austin aurait peut-être répondu à Carmelo avec des gros mots, peut-être qu'ils se provoquaient mutuellement, tu vois, au lieu que ce soit juste à sens unique. Qu'importe que Carmelo ait été sous la tente par hasard ou non, l'essentiel reste la provocation entre ces deux jeunes hommes. Quels sont les faits et la vérité à ce sujet? Mais quand tu regardes le contre-interrogatoire du procureur, on dirait qu'ils étaient presque préparés pour ce témoin. Et ce qu'ils allaient dire, car il y avait une phrase, j'en choisis juste une. Quelque chose comme après la poussée d'Austin Metcalf sur Carmelo Anthony, il ne s'y attendait pas. Il s'attendait à une riposte, quelque chose comme ça. Il ne s'attendait pas à ce que Carmelo Anthony sorte un couteau et utilise ce genre de force. On dirait simplement que l'accusation, dans certains de ces cas, est préparée à ce qui pourrait potentiellement être un témoignage préjudiciable, comme ce dont cet étudiant a parlé. Exactement. Comme je l'ai dit plus tôt, Chris, la défense a fait venir ce témoin qui a précisé au tribunal qu'il n'avait pas parlé avant. Mais ensuite, quand l'accusation dit: «Oui, nous avons parlé pendant plus de 2 minutes». Et je me suis dit: pourquoi l'accusation parlerait-elle plus longtemps à un témoin de la défense? Mais il suivait cette voie et il semblait que le gamin était en interrogatoire direct plutôt qu'en contre-interrogatoire.
quand ils sont venus parler à l'accusation, parce que le procureur descendait. Un peu les mêmes questions qu'ils posaient à leurs témoins étudiants quand ils prenaient la parole, juste pour établir la scène. Pour revenir au point, la phrase que tu as soulignée montre qu'il s'attendait seulement à être repoussé, sans réelle inquiétude. Il observait un peu les courses et tout ce qui se passait, sans s'attendre à ce qu'un couteau soit sorti, et sans être inquiet ou effrayé par la situation. Tu sais, il n'avait même pas l'impression qu'une bagarre allait éclater. Et il a aussi conclu en disant, tu sais, qu'il ne voyait pas Austin Metcalf comme quelqu'un qui voulait se battre. Il a clairement déclaré lors du contre-interrogatoire qu'il pensait que Carmelo avait tort. Ainsi s'est terminée la journée. C'était juste avant la levée de la séance et la pause ici, maintenant. Donc ils ont obtenu quelques victoires ici, Chris. Quelques petites victoires du côté de la défense. J'aurais aimé entendre plus de contestations de la part de la défense, juste pour donner l'impression que c'était une évaluation équitable de ce qui se passait. Selon les témoins entendus aujourd'hui, il est encore trop tôt pour savoir comment sera la semaine prochaine. Demain, dimanche, c'est repos. On ignore si Carmelo témoignera ou si d'autres témoins plus crédibles interviendront. Mais d'après les témoins d'aujourd'hui, il semble qu'il commence de façon plus faible que prévu. Oui, et il faut aussi penser au jury et à l'émotion que tu as dit avoir vue chez ces jurés dans l'affaire de l'État, tu sais, et c'est sûr que ça a un impact dès le début. C'est indéniablement une tragédie. Nous verrons la semaine prochaine, alors que la défense présente son dossier et que Carmelo Anthony est accusé de meurtre au premier degré. Merci Cody Thomas pour votre excellent travail. Court TV dans la salle d'audience pour couvrir ce procès très médiatisé. Merci d'être là. Merci de m'avoir invité, Chris, comme toujours. Heureux d'être ici. C'est tout pour On the Case présenté par Law and Crime. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, à Spotify et regardez-nous sur Peacock. Je suis Chris Stewart. À la prochaine.